quorum. Et nous pouvons donc délibérer valablement. Juste un petit mot en introduction avant que nous passions au point 1. D'abord, je salue les membres du Conseil communautaire présents ici, ceux qui sont en visio. Je salue aussi les éventuels spectateurs qui profitent de la séance en direct. Et je ne sais pas si la presse est là, je n'ai pas vu, mais en tout cas, si elle est en visio, je la salue. J'excuse très officiellement Stéphane Brusco qui a pris quelques jours fort mérités et qui nous rejoindra dimanche soir ou lundi matin, sachant que je serai moi-même absent toute la semaine prochaine et que donc Stéphane prendra l'animation et les dispositions nécessaires dans la semaine en absence et que je fais toute confiance au VP à qui j'ai donné un certain nombre de délégations pour que la semaine prochaine, la maison tourne, même si je ne suis pas là. Nous allons passer au point. Alors, concernant l'ordre du jour, je vous demande l'autorisation de rajouter un point 4.2 que je mettrai à la délibération dès lors que les statuts de l'Arche auront été approuvés et s'ils le sont. Tout le monde l'a sur table et je pense que Thierry Morestin est en train de l'envoyer par mail où c'est fait à l'ensemble des membres du Conseil de manière à ce que tout le monde ait le document sous les yeux. Nous allons passer donc au point 1, approbation du Conseil. Alors il y a 3 conseils à approuver. Et donc point 1, approbation du Conseil du 30 mars 2021. Est-ce qu'il y a des remarques? Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiendraient? À l'unanimité, je vous remercie. Approbation du Conseil du 1er avril 2021. Des remarques? Des gens contre? Des abstentions? Je vous remercie. Approbation du Conseil du 13 avril 2021. Des remarques? Des gens contre? Des abstentions? Je vous remercie. Nous pouvons donc passer au point 4, création des statuts de l'Arche, point qui est délibération qui seront présentées par Carmelo Lopresti. Monsieur le Président, je vous remercie. Je remercie tout le monde d'être présent. Donc, par rapport au statut de l'Arche, ils ont été adoptés par le Conseil communautaire et à ce titre, au regard de l'article 10 relatif à la composition du Conseil d'administration, je soumets au Conseil la liste nominative des personnes qui siégeront pour la partie représentative de la CCP-HVA au Conseil d'administration de l'Arche. Donc, on a discuté pas mal au niveau de cette constitution du CA. On en a discuté au bureau, on est tombés tous d'accord. Après moult, je ne fais pas les choses tout seul par rapport au CA. Donc, on a discuté avec les différentes communes, les différents maires et donc les différents vice-présidents du bureau communautaire. Donc, je vais vous présenter par rapport au CA, donc les statuts ont été adoptés. Donc, par rapport au CA, donc, il va être constitué de la manière suivante. Le président de la CCP-HVA, M. Patrick Risser, le vice-président de la CCP-HVA en charge de la culture, c'est-à-dire moi-même, M. Carmelo Lopresti, le maire de la ville-siège, c'est M. Spisak Pierrick, 2 maires qui représenteraient donc les communes de la CCP-HVA, Mme Viviane Fatorelli, maire d'Audintiche, et M. Antoine Falchi, maire de Boulanges, et 2 membres de la commission culturelle relevant de l'Assemblée délibérante, c'est-à-dire Mme Lebrun de la commune d'Aubès, et donc Mme Valérie Gustin Maillérus de la commune de Russange. Il faut savoir que ça, c'est donc ceux qui représentent la CCP-HVA. En tout, nous avons décidé qu'il sera constitué de 7 membres relevant du territoire et 5 membres des administrations. C'est-à-dire que les administrations représentées, c'est donc le conseil régional, le conseil départemental 57, le conseil départemental 54,
la DRAC et une personne qu'on n'a pas encore réellement définie, on est en contact avec, qui représenterait la culture par rapport à la ville d'Esch-sur-Alzette. Copie est bonne? C'est bien. Donc voilà, pour que vous le sachiez. Et est-ce que quelqu'un a peut-être, justement, parce qu'on en a parlé au bureau, on en a parlé partout, mais si vous avez donc des objections à faire au niveau de la constitution du CA, vous pouvez le faire. Si j'ai une réponse à vous donner, je peux vous la donner. Et je sais aussi que, par rapport à d'autres questions concernant les statuts, il y a Julien Floria qui est avec nous. Voilà. Il y a des objections? Je pense que je peux parler. Oui, bien sûr, Fabienne. Ça va bien. Alors, une petite chose, il faut qu'on vote aussi des statuts, pas seulement que le conseil d'administration. Je pense que les Voilà. statuts, jamais. Donc, merci Fabienne. Je ne voulais pas interrompre Carmelo, mais j'allais le faire. Avant de pouvoir adopter cette partie des statuts de l'Arche, et donc de la composition du conseil d'administration avec les noms, il nous faut d'abord Carmelo. Ah, je crois qu'on a adopté les noms. Non, non, on ne peut pas. On adopte les statuts. Lorsque les statuts sont adoptés, nous désignons les membres qui ne sont pas personnalisés dans les statuts. D'accord. Merci pour moi. Donc, il faudrait, si vous le permettez, donc, pour les statuts, c'est un peu pareil. Carmelo a dit qu'il y avait des discussions pour le conseil d'administration, mais les statuts, ils ont été vus, revus et discutés dans plusieurs bureaux. Donc, moi, je n'ai pas de souci avec ça. Il y a sans doute des membres du conseil communautaire qui se sont penchés dessus et qui ont peut-être une ou autre question à poser sur ces statuts, sachant que nous avons pour ces statuts l'aval des préfectures de Meurthe-et-Moselle et de Moselle et qu'ils sont révalidés. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas modifiables. Mais en l'état, ils sont validés par les deux autorités de tutelle des deux côtés des départements. Donc avant éventuellement de soumettre la délibération au vote, je pose cette question. Est-ce que l'un ou l'autre d'entre vous a une remarque particulière ou une question particulière par rapport à ces statuts, sachant que Julien Floria, donc le directeur de l'Arche, est à notre disposition? Je ne vois pas de main se lever. Bien. Donc, tu as le rapport? Je vais le faire. Ah, ben c'est bon. Donc, je soumets donc ces statuts à vos votes, avec une précision que je recherche quand même parce qu'elle est nécessaire dans la délib. Le propos. Non, c'est pas celui-là. Carmelo, tu n'as pas la délib sous. Je l'ai là. Page 38. Délibération. Oui, je l'ai là. Page 34. Voilà. Là, voilà. Donc, décide de créer pour gérer l'Arche, propriété de la CCPHVA, une régie dotée de personnalité morale et de l'autonomie financière dans le cadre d'un SPIC, service public industriel et commercial, dénommé Régie personnalisée de l'Arche, à compter du 1er juillet 2021. Adopte les projets de statut de la régie tels qu'annexés à la présente délibération, et tout le monde en a été destinataire. Confie à cette régie personnalisée les missions définies au statut annexé à la présente délibération. Désigne la composition des membres tel que Carmelo a pu vous le présenter tout à fait il y a quelques minutes. Désigne Julien Floria comme directeur de la régie, donc le directeur de l'Arche. Fixe à 250 000 € le montant de la dotation annuelle pour 2021. 250 000 €, et autorise le président à engager toutes les démarches et prendre toutes décisions utiles à l'exécution de la présente délibération, en particulier pour la création et la mise en œuvre de la régie personnalisée l'Arche.
Je soumets donc cette délibération au vote de l'Assemblée. Qui est contre? J'ai juste une question avant que votre fixe. Oui, il y a Julien Floria si nécessaire. Parce que le fixe à 250 000 € le montant de la dotation annuelle pour 2021, je le découvre, je ne l'avais pas vu. Et est-ce que cet alinéa, pour moi, n'aurait pas mieux figuré dans la convention que dans les statuts? Julien, si vous êtes parmi nous, ou Thierry, si vous avez une réponse. Julien Floria, vous avez entendu la question? Oui, bonjour monsieur. Monsieur Pachi, je veux bien que vous répétiez la question s'il vous plaît quand même. Je vois que dans la délibération, il y a fixe à 250 000 € le montant de la dotation annuelle pour 2021. Oui. Est-ce que cet alinéa n'aurait pas eu lieu d'être dans la convention plutôt que dans les statuts? C'est la question que je me pose. Oui, parce que c'est pas trop pour les années. Oui, mais en fait, la décision, c'est la délibération dans laquelle il y a les statuts et la dotation. D'accord? J'ai bien donné décide, adopte, confie, désigne, fixe. D'accord? Ce sont X points différents que nous avons mis dans cette délibération. Donc, on peut effectivement se poser la question de pourquoi pas dans la convention. Moi, j'aurais tendance à dire qu'à partir du moment où nous l'avons fixé ce soir, la régie sait qu'elle dispose de 250 000 € dès le 1er juillet. C'est ma réponse, qui n'est pas une réponse comptable, mais de bon sens. Et ça nous permet, nous, de commencer à instruire le financement de cette régie. Julien, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que je viens de dire? Vous en votre sens, je n'ai pas l'habitude de l'écriture de vos délibérations. Il me semble que ça paraît logique ce que vous dites, Monsieur le Président, de l'annexer comme étant. Je pense que c'est vraiment une pure forme juridique. Monsieur Pachi, si vous voulez, je peux me renseigner auprès de l'avocat qui nous a fait ce dossier pour mentionner ça complètement. Maintenant, il me semble que si vous l'avez adopté en tant que montant, ça reste une écriture. Ça ne change pas. Surtout que l'année est précisée. Oui, c'est pour l'année 2021. Est-ce que ça te convient comme début de réponse, en tout cas, sachant que pour moi, ça ne pose pas de problème de dire que ce soir, nous décidons que la régie dispose de 250 000 € pour commencer. Parce que la convention, elle, va rentrer dans des détails encore bien plus délicats que cela, et que là, en tout cas, le directeur de l'ARC sait déjà où aller dans ses prévisions budgétaires pour cette année. Hein, Julia, des fois, ça me soucie un peu, peut-être. Absolument, absolument. Bien. Donc, si vous voulez, je remets cette délibération dans son ensemble à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Guillotin, Madame, je viens retrouver votre nom, mais nous avons Baudet. Madame Baudet, merci. C'est tout. Abstention. Je vous remercie. Vous nous donnerez Est-il utile que nous donnions le résultat des votes? Non, il y a une majorité qualifiée. Thierry, vous ferez des comptes ou on le fait tout de suite? C'est fait? On vous écoute. 27 pour, 2 contre. Donc la délibération est adoptée. Deux abstentions. Ah, j'ai pas vu. Monsieur Guillotin et... Excusez-moi. C'est bon? Bien, bah écoute Carmelo, maintenant tu peux représenter la 4.2 pour la mettre au vote. Donc je recommence ou je recommence par rapport au CA? Non, c'est pas la peine. Ah non, soumets-la au vote. Oui, donc vous avez tous entendu la composition du CA. Alors qui est contre? Qui s'abstient? Deux abstentions. Je n'en vois pas d'autres. Donc c'est adopté. Nous vous remercions. Un petit oubli en début de séance. Madame Fatorelli, dans l'ordre réglementaire, vous êtes secrétaire de séance. À moins que vous ne refusiez cette tâche qui incombe par ordre alphabétique à chacun des membres de cette honorable assemblée. Madame Fatorelli, à l'unanimité, secrétaire de séance.
On va passer à la licence 4. Eh bien, licence 4 du point 4, oui. Voilà. Donc, d'abord, je vous en parle comme ça. On a décidé, donc, après discussion autour du bureau communautaire, que l'Arche va se doter d'une licence 4. Donc, je vous le dis, hein, l'Arche va gérer à terme un bar avec une licence 4. Madame Lydiane Pison est propriétaire d'une licence 4. Son bar est situé à Villerue. Hein, et étant stoppé depuis mi-2020, elle propose de céder sa licence. Et le prix, c'est 10 000 €. Tarif qui correspond à ce qui se pratique généralement. Même un peu plus bas, parce que je m'étais renseigné, c'était 12 000 à 13 000 €. Donc, il est proposé que la CCPHVA achète dès maintenant cette licence 4 pour la rétrocéder à la structure de gestion de l'Arche dès qu'elle sera créée. La vente d'une licence 4 peut se faire par un acte sous C1 privé, acte rédigé par les parties ou leur conseil avec signature manuscrite, sans avoir recours à un notaire. Donc, après discussion avec le bureau, hein, on a pensé que de se doter d'une licence 4, c'était bien, puisqu'on aura à l'Arche une partie restauration et bar, et qu'à ce tarif-là, ça nous donnait une plus grande facilité pour la vente des boissons et de ces choses-là. Alors, dans l'attente de la création de la structure de gestion de l'Arche, la CCPHVA va acquérir une licence pour l'exploitation d'un débit de boissons de 4e catégorie pour l'Arche, structure culturelle en cours de construction. Voilà. Donc, on va mettre en délibération. C'est ça? Alors, je propose de... Non, c'est pas une question. Je tiens juste à signaler, il y aura Madame Kouboui qui s'opposera, parce que pour elle, 10 000 € c'est cher. Alors, elle prend... Enfin, vu que c'est Kérim qui avait un café, elle pensait que les prix avoisinaient plus entre 3 000 et 5 000 € la licence. Donc, il y a avoir vu entre 12 et 13 000. Oui, moi j'ai vu entre 12 et 13 000, oui. Enfin, c'est juste Après les licences 4, ça ne court pas les rues. D'accord. Là, ici, maintenant, je pense que s'il avait été à 3 000, on l'aurait acheté, évidemment. Et qu'elle est proposée, et c'est sur Villerue, elle est proposée à 10 000. Rapport qualité-prix, moi j'ai vu entre 12 000 et 13 000, pensant faire une affaire. Maintenant, si elle a trouvé une licence à 3 000 dans un village de la Meuse, je comprends aussi, hein, c'est-à-dire très éloigné. Il y a tous les prix par rapport à une licence. C'est celle qui nous est proposée, il n'y a pas de choix, parce que si on la loupe cette licence, parce qu'elle va arriver à terme, après on ne pourra plus du tout l'acheter. Donc la décision, elle doit être prise. On l'a expliqué comme ça autour du bureau, et majoritairement, on a décidé donc de la prendre, cette licence. Et c'était l'opposition de Mme Kouboui. Voilà, moi c'était juste pour vous dire, je suis vraiment ça. Mais non, mais je le dis par rapport, si quelqu'un a quelque chose à dire au niveau du conseil communautaire par rapport à cette licence, il faut le dire maintenant. Donc, Pierre Spisac a donné une opposition déjà pour Mme Kouboui, d'accord? Donc, il faut la noter, puisqu'il y a la procuration. Hein. Et puis, donc, voilà un contre. Voilà. Y a-t-il d'autres contre? Des abstentions? 1, 2, M. Guillotard, et voilà. Et donc, par définition, pas d'opposition pour les autres personnes présentes. Thierry, vous qui calculez vite. 26 pour, 1 contre, 2 abstentions. Bien, je vous remercie, la délibération est adoptée. Nous passons au point 6, attribution du marché de tierce maintenance applicative. Alors, on emploiera souvent le terme de TMA pour l'administration de la plateforme du territoire intelligent Éclore. Claude, oui. Vous avez assisté à la commission d'appel d'offres. Absolument. Et donc, je vais vous donner un petit peu... Alors, d'ailleurs, il y a eu une maladresse et un report où on a fait un communiqué avec Thierry à 15h02 ou 5, peu importe, vous avez dû la voir, qui remet en place, finalement, il y avait une coquille en ce qui concerne l'offre la mieux disante. Et vous avez donc tous dû avoir ce rectificatif. Tout le monde l'a eu? Oui. Bien.
Alors, donc cet appel d'offres, forcément, il y avait dans la consultation, elle avait pour objet de faire la maintenance applicative de la plateforme Smart City et Cloud, développée au titre du partenariat de l'innovation. Donc, je ne sais pas s'il faut que je déroule toute la présentation de cette offre. Par contre, vous avez des critères d'analyse sur les candidatures. Si vous voulez que je déroule l'appel d'offres, je peux le faire. S'il n'y a pas nécessité, je ne le ferai pas. En revanche, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est l'analyse des candidatures qui a été faite avec des critères bien spécifiques qui nous a permis forcément d'avoir dans nos critères de jugement la mieux-disance. Et comme vous pouvez vous reporter à ce tableau, la société Arxit qui arrive en première position avec une note de 90,40, Click Conseil et Intégration en deuxième position avec 88,80 et Bigint avec 78,22 donc en troisième position. Il a été donc proposé de retenir cette offre de la société Arxit comme l'offre économique la plus avantageuse. En revanche, on a vu avec Fabienne que dans cette offre, il y aurait aussi une situation d'économiser, d'être en sobriété pour la première année. Donc on aura forcément une capacité à négocier aussi un prix qui s'étalera avec la première année, simplement l'objet du curatif et non pas de tout ce qui va être lié à la maintenance sur ce site, parce qu'il est neuf et je pense qu'il serait préjudiciable de mettre en place un contrat d'entretien. C'est pour ça qu'on garde le premier, Arxis, qui nous fera l'offre qui permettra la première année de faire des interventions curatives. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions avant que je soumette ça à votre approbation? Oui, la première question, c'est le montant. Le montant de ce marché. Vous l'avez, le montant du marché. Il y a l'ensemble des informations qui ont été données dans l'appel d'offres. 401. 401. Vous avez ordonné les 300. Alors, Arxit, c'est 288 150 € Sur 4 ans. pour les groupes, c'est 339 466,57 € et pour Bigint, c'est 370 906 €. Et c'est ferreur pour 4 ans et avec un certain nombre d'options à lever ou non. C'est ça. C'est ça. C'est juste. Nous aurions pu. En tout cas, forcément, les opérations liées aux options seront, comme on l'avait vu avec Fabienne et avec la commission, on attirera l'attention à prendre, encore une fois, la plus favorable économiquement, parce qu'encore une fois, cette structure est neuve, normalement, elle ne doit pas être amenée à avoir trop d'entretien et de problèmes liés au fonctionnement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou de remarques? Oui, s'il vous plaît. Oui, M. Guillotin. Oui, alors c'est pas sur ce qui vient d'être évoqué, moi c'est plutôt une question, une interrogation sur la prestation qui doit être fournie. Voilà, c'était juste pour avoir un petit éclairage en 2 mots, parce que bon, voilà, on ne veut pas participer à toutes ces réunions, et donc c'était juste un éclairage sur la qualité de la prestation qui doit être fournie. Merci. Écoutez, normalement, la prestation ou ce qu'on attend d'eux, vous l'avez dans le projet de délibération. D'accord? C'est-à-dire qu'on demande à un opérateur, dans la première année, de maintenir l'application dans son niveau et éventuellement de la faire évoluer si bug il y avait. D'accord? Donc il y a bien la première année, on va la mettre en route, on va nécessairement, évidemment qu'ils le font avec la société qui a développé le logiciel. C'est-à-dire que Capgemini est tenu de fournir tous les éléments techniques à ce prestataire de manière à ce qu'il puisse entretenir la plateforme, la mettre à jour. Sachant que nous aurons un certain nombre de logiciels du monde libre, par exemple, qui sont intégrés, qu'il faudra nécessairement, s'il y a une évolution de ce logiciel, suivre l'évolution dans sa connexion avec la plateforme.
Sachant par exemple une application comme Fluo, qui est une application du Grand Est qui permet d'avoir un schéma de mobilité dans le Grand Est, se rendant d'un point à un autre, aussi bien à pied, et que dans un horaire à pied pour aller de Mulhouse à Verdun, hein, que si vous prenez un train, puis un bus, puis voilà. Et donc si ces applications évoluent, il est bien évident qu'il faudra qu'on fasse évoluer la partie entre les deux, quoi, hein, même si les API sont génériques. D'autre part, il y aura certainement des bugs et les utilisateurs des premières périodes nous feront remonter un certain nombre de choses et il faudra bien qu'on puisse réagir immédiatement. Il n'y a rien dans ce monde qui ne fonctionne totalement et entièrement dans un premier jet. Donc le but de cette caisse maintenance applicative dans la première année est avant tout de regarder la plateforme fonctionner, de remédier à tout ce qui pourrait permettre que l'une ou l'autre des applications prévues ne fonctionne pas et d'avoir les remontées des utilisateurs et de la mettre dans le meilleur état possible. Sachant qu'il y aura peut-être des évolutions logicielles à faire, sachant que, mais ce n'est pas l'objectif de la première année. Et en complément forcément, dans ce genre d'outils informatiques, c'est la densité et le flux qui va forcément être prédominant sur le fonctionnement. Donc plus il y aura de gens qui vont se loguer, plus il y aura forcément de l'adaptation à faire, parce que forcément, hein, on peut avoir un système qui fonctionne bien dès l'instant où il y a très peu de flux, et bien souvent on se retrouve face à une efficacité du produit lorsqu'on rentre en maturité dans le projet, c'est-à-dire que les gens se loguent, et à ce moment-là on risque de trouver des difficultés, mais tout ça arrivera bien plus tard, et c'est pour ça qu'il faudra être très vigilant à ce que forcément celui qui nous accompagne soit à la hauteur du sujet. Et je pense que à travers les annotations, hein, qu'on n'a pas lues, mais il y a eu quand même des critères de jugement, et l'efficacité de l'équipe qui conduira le projet nous semble la plus vertueuse. Voilà. Merci pour ces explications. D'autres questions? Eh bien, Claude, nous pouvons soumettre au vote. Alors, qui est contre? Deux contre. Carmelo et Antoine. Je ne vois pas d'autres personnes. Qui s'abstient? Donc Thierry, je pense qu'on a le... 3 contre. « 26 pour, 3 contre. » Merci. Bien, ben, nous pouvons passer au point 5. Thierry, vous avez annoncé les chiffres, oui? Oui. Je n'ai pas entendu. Normalement, le point suivant aurait dû être présenté par Stéphane, puisque c'est lui qui a mené une grosse partie de ce qui va nous occuper dans cette délibération. Karine Miyachi y a beaucoup travaillé, mais donc elle est excusée ce soir pour des raisons, problèmes de santé importants dans la famille. Donc elle m'a transmis un certain nombre de choses, sachant que j'avais suivi un peu et que ça ne devait pas poser de problème, puisque nous sommes là aussi dans la conclusion d'un travail effectué par les commissions. D'accord? Et que, je veux dire que si j'ai un BP qui me dit en cours d'une commission on en est arrivé là, je ne vois pas pourquoi j'irais penser le contraire. Donc il nous s'agit de m'autoriser à signer une convention qui s'appelle une convention éco-défi, qui est une convention de partenariat avec la Chambre de métier et de l'artisanat 57 pour les artisans et artisans commerçants de Moselle, et pour la Meurthe-et-Moselle, CMA régional Grand Est.
Donc on a bien les deux départements qui, d'une manière ou d'une autre, signent ou participent à cette convention qui a pour but de faciliter l'incitation et l'accompagnement des entreprises du territoire vers une meilleure intégration des critères environnementaux dans leur activité. Le début de l'opération est prévu en octobre et la convention est mise en place jusqu'en octobre 2022. Le coût de cette convention, sauf erreur, doit être de 3 000 € et c'est bien pour la durée de la convention. Cela comprend l'accompagnement des deux CMA et cet accompagnement consiste en la détection et la rencontre des entreprises artisanales cibles, l'accompagnement des artisans de la CCPHVA pour toute question exprimée à l'occasion de la démarche, l'utilisation de la méthodologie éco-défi dans le cadre de l'opération décrite, et la prise en charge des actions précisées dans cette même méthodologie et exposées à la présente convention, appel à participation, accompagnement, labellisation, remise des labels, co-organisation de tous les comités et événements. Cette convention nécessite la mise en place d'un comité de pilotage qui comprendra des élus de la CCPHVA, le VP à l'environnement, la conseillère déléguée au plan local de prévention des ordures ménagères, le VP au développement économique, le président de la communauté de communes et des agents de la CCPHVA responsables du pôle environnement, chargés de mission environnement, chargés de mission développement économique du poste à venir, puisqu'on est en train d'essayer de recruter, et chargés de communication. Nous y retrouverons également des agents de CMA 57, CMA 54 et des agents de l'ADEME. Et pour ce faire, nous aurons mis en place un comité technique qui regroupera des agents techniciens de la CCPHVA et des CMA 57 et de la CMA région. Voilà, je rappelle que nous sommes un territoire à énergie positive à croissance verte, que nous avons un souci écologique majeur, et donc là nous avons la possibilité d'avoir des démarches pédagogiques vers nos entreprises et nos artisans. Il serait logique que nous nous appuyions dessus, d'autant plus que le coût m'apparaît modéré. Est-ce que, par rapport à ce que je viens de dire, il pourrait y avoir des questions, sachant que je ne suis pas un grand spécialiste de la question, mais que... Pas de questions. Eh bien, écoutez, je vous propose donc de m'autoriser à mettre en œuvre cette convention et à prendre toutes dispositions pour qu'elle puisse voir le jour sur notre territoire. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Si je peux me permettre, est-ce qu'au prochain conseil communautaire, donc on avait discuté en bureau, nous, le Villeroux, on avait fait un courrier à l'Interco pour parler du lieu, enfin, pour que l'Interco puisse rentrer dans le dispositif Petite Ville de demain pour les commerçants. On avait évoqué rapidement en bureau, mais on n'avait pas statué dessus, on n'avait pas reçu. Donc est-ce qu'on pourra le mettre, passer un rapport au prochain conseil communautaire pour que tout le monde puisse statuer sur la démarche? Parce que ça n'engage pas l'Interco financièrement, mais ça peut aider aussi les commerçants, et il faut que ça soit l'Interco qui porte le dispositif. Oui. Petite Ville de demain, c'est en partie l'ORT dont on a pu déjà parler en présence de Mme Muller. Oui. Donc moi, j'avais donné mon sentiment et j'avais dit, bah ok, il serait souhaitable qu'on y aille, d'accord, sachant qu'il y a un certain nombre de règlements dedans qui parlent de ville-centre, etc., mais que dans notre cas précis, on pourrait parler de conurbation, Villeroux ou d'Altiche. Et donc, moi, je dis que la commission ad hoc, c'est-à-dire sur le développement économique, puisqu'elle s'occupe d'eux, tranche et qu'on puisse le soumettre à un conseil. Nous sommes d'ailleurs attendus. Je vous le dis, on nous attend là-dessus. Sachant que dans le cadre des plans de relance, quels qu'ils soient, actuellement, c'est aussi là le bon moment. Donc moi, je l'ai dit, je le répète, je suis favorable. Encore faut-il que cette commission voit un peu les tenants et aboutissants et se décide sur cette base qui était inefficiente, d'accord, mais dont j'ai bien entendu dire que ça pouvait être une conurbation. En tout cas, qu'il y avait un travail commun. Donc voilà, je peux
vous savez, dès le départ, mon accord pour que ça soit mis sur la table. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, tout à fait. Bien. Vous reste-t-il des points à l'ordre du jour? Président, Oui. juste votre attention, je crois que ça va être Mme Canzerini, je crois, qui est arrivée. Hein. Pardon? Je crois que Mme Canzerini est arrivée. Jérôme. Je pense que ça va être elle. Oui, madame, donc elle est présente. Bah, je suppose. Voilà, donc bienvenue à elle. Voilà. Thierry de tête, on a aussi, bien sûr, j'ai tout ce qu'il faut sous la main. Voilà, création du poste d'administrateur de l'Arche. Alors là, Carmelo va le faire, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil, puisque c'est quelque chose dont nous avions déjà débattu, d'accord? Et on est là dans le formalisme qui permet de. Carmelo? Oui, moi je voulais, avant de présenter, je voulais quand même dire qu'il y a une ouverture qui serait prévue, parce que bon, on est en pleine crise sanitaire aussi, il y a des choses qui se passent. Hein. Imaginons que en septembre, il y a un champignon empoisonné qui envahit nos villes. Bon, là, c'est pas le cas. On a quand même prévu, malgré le Covid, il faut que l'Arche, il y a une cérémonie d'ouverture qui serait prévue en début janvier. Par contre, il n'y a pas que la cérémonie d'ouverture, il y a toute une programmation qui va suivre donc, pendant l'année 2022. Tout ça en travaillant aussi avec Edge 2022. Mais il va y avoir une programmation, et qui travaille à cette programmation, c'est le directeur actuel, c'est-à-dire Julien Floria, mais à lui tout seul, il ne peut pas faire tourner l'Arche. Le bâtiment est trop petit pour lui. Donc, ce que moi je voulais dire, c'était qu'il faut que, quelque part, il y ait une équipe qui vienne le soutenir. Donc, on avait pensé à un directeur administratif, ça sera une directrice administrative, et à un directeur technique. Le directeur technique devrait normalement être embauché en septembre, donc il sera directement en autonomie avec l'Arche. Par contre, la directrice administrative arriverait le 1er août pour faire une équipe déjà de direction, de réflexion et de mise en place des programmes. Donc l'Arche va se développer au fur et à mesure pour que dès 2022, les programmations puissent avoir lieu. Et c'est tout à fait normal. Donc pour mettre une usine en route, on n'attend pas à la dernière minute, on ne va pas demander au directeur, évidemment, de rentrer en fonction et de mettre sa programmation simplement en janvier avec une équipe en janvier. Donc ce développement-là, vous le comprenez, on a retardé un petit peu l'embauche par mesure, je le dis franchement, par mesure d'économie de la directrice, donc administrative. Bon, donc là maintenant, elle va prendre ses fonctions au 1er août. Pendant un mois, donc c'est ça, il convient de créer à compter du 1er août 2021 un emploi correspondant à la fonction d'administrateur qui aura pour mission de garantir la bonne exécution du budget, des aspects juridiques, fiscaux ainsi que la gestion des ressources humaines de la structure. Dès que l'Arche disposera de son autonomie, ce personnel sera transféré et le poste sera supprimé donc du tableau des effectifs de la CCPHVA. Il faut savoir que, en considérant de la préinstallation, afin de mettre en œuvre toutes les démarches administratives nécessaires, on avait besoin, et donc le directeur en avait besoin, on en a parlé au bureau, donc à partir du 1er août, hein, je ne me trompe pas, donc il y aurait cette embauche. Voilà. Donc j'ai tout dit là. Je soumets au vote, Monsieur le Président. Mais faites. D'accord. Donc je soumets au vote. Est-ce que quelqu'un est contre l'embauche de cette directrice administrative? Est-ce que quelqu'un s'abstient pour ce vote? Une abstention, 2 abstentions. D'accord. Ah ben voilà. Je m'en ai pas plus haut. 2 abstentions, hein. 2 abstentions, oui. J'ai noté. 3, non 2, deux. 2, enfin, oui, 2. Bon, donc on a un résultat suffisant pour considérer que la délibération est adoptée. Je vous remercie. Nous passons au point, je ne sais plus, 9, création de 2 postes d'adjoint technique territorial police de collecte. Alors, vous savez que nous avons réfléchi longuement à la police, alors ici on parle de police de collecte, mais assez traditionnellement on parle d'une police des déchets, sachant que ces lieux d'intervention sont avant tout et par définition sur les trajets des collectes. Là le Conseil en a été d'accord, il en a été suffisamment d'accord pour budgéter ces 2 postes,
Et donc, ce que nous vous demandons maintenant, c'est de bien pouvoir inscrire ces 2 postes dans le cadre des personnels de la communauté de communes. Voilà. Dans la délib, on vous propose donc la création de 2 postes d'adjoint technique territorial à temps complet pour assurer les fonctions de police de collecte à compter du 1er juin 2021. Ces emplois pourraient être pourvus par un fonctionnaire de catégorie C de la filière technique au grade d'adjoint technique territorial. Si ces emplois ne peuvent être pourvus par un fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un agent contractuel dont les fonctions relèveront de la catégorie C dans les conditions fixées par les articles qui gèrent ce type de cas. Il devra dans ce cas justifier éventuellement d'une première expérience dans le domaine. Sa rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire correspondant au grade d'adjoint technique territorial sur la base de l'échelle C1. Cet agent pourra prétendre au régime indemnitaire en vigueur pour ce grade. Thierry, je crois d'ailleurs qu'on a commencé à lancer les fiches de poste et les recrutements. Donc je vous demande l'autorisation d'inscrire au cadre des effectifs de la communauté de communes les 2 postes de ces agents. Est-ce qu'il y a des questions? J'aurais une question à poser. Je l'ai posée hier en réunion au bureau. Je voulais bien savoir si c'est précisé que c'est bien sur tout le parcours de la collecte que ces agents agiront. Pour moi, je ne sais pas, la question ne se pose pas. Pour moi, c'est une évidence. Donc, ok. Voilà. Nous avons les parcours de collecte de la communauté de communes. Oui. Ils passent sur l'ensemble du territoire. La police de collecte est habilitée à intervenir sur l'ensemble de ces trajets de collecte. Donc pas seulement sur les TAV. Non, sur les trajets de collecte. Ok, d'accord. En fait, concrètement, ça se traduit comment? C'est là qu'il y a quelque chose qui m'échappe. Ça se traduit comment? Ils suivent le circuit que font les ramasseurs d'ordures ménagères, en fait c'est ça, et ils interviennent si le tri n'est pas respecté, s'il y a des déchets sauvages, je ne sais pas. Voilà, tout ça sur le parcours. Je vais prendre un exemple. Rue du laboratoire. Oui. Combien de fois des gens, malheureusement, on a pu voir des dépôts sauvages et même violents. On est bien sur un parcours de collecte. À eux de voir s'il y a des étiquettes sur le canapé qui puissent nous permettre d'eux. Ce qui ne veut pas dire qu'ils seront nécessairement habilités sur des dépôts sauvages en pleine forêt ou sur les champs. Ce serait une autre police des déchets. En attendant, celle-là, elle est déjà plus qu'importante, puisqu'on sait qu'il y a des dérives sur les points d'apport volontaires. On sait qu'il y en a qui s'emmerdent même pas à les mettre dedans. Pareil devant les casiers à bouteilles ou punaise. C'est hallucinant, à cause de ça qu'à côté du truc qui est vide. Enfin, bon, tout ça, ce sont des choses sur lesquelles ils seront habilités à intervenir sur l'ensemble des parcours. Okay. Fabienne. Moi, j'avais juste une petite question. Est-ce que ces personnes seront assermentées? C'est-à-dire, c'est une police ou c'est juste... juste... une police et elle sera assermentée dans le cadre de leur tâche. Oui, et sur les étages, oui, elles seront donc assermentées et susceptibles de. D'accord, merci. C'est nous qui définissons les missions de ces personnes-là, c'est-à-dire la CCPHV. Oui, mais en même temps, il faudra nécessairement se référer à des statuts qui existent pour les polices de collecte. D'accord. Non, mais je dis parce qu'on peut missionner, et puis après, peut-être on parlait des déchets sauvages dans les forêts, ainsi de suite. Il se peut qu'à un moment donné, on dise bon, est-ce que c'est pas mieux qu'ils travaillent dans ce secteur-là plus que dans un autre? Non, on ne peut pas. Le statut. Lorsqu'on s'est mis d'accord sur cette police-là, elle a un mode de fonctionnement et elle n'est assermentée que dans ce mode de fonctionnement. Les dépôts sauvages relèveront encore de ce dont ils relèvent actuellement, c'est-à-dire des communes. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'auront pas à nous poser la question à un autre moment d'eux. Mais tout ça, ça a un coût. Et donc, si on regarde les problématiques telles qu'elles ont pu être posées, moi je pense à Villerue sur certains, j'ai vu un certain nombre de photos où il y a le point d'abord et où c'est absolument dingue. Ou dans certaines rues où on retrouve les cartons là où ils devraient pas être. Quand je parlais des points de verre, ça peut être aussi
si déjà là, sachant que nous serons aussi aidés lorsque les lampadaires seront installés par des caméras installées près des points d'apport volontaire, nous devrions un séjour ne plus voir ce que je vois dans la rue du laboratoire. On arrive chez nous, c'est bon, c'est effrayant, effrayant. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Fabienne? J'avais encore une petite question, si c'est possible. Est-ce que ces personnes seront tout de suite opérationnelles? Parce qu'en général, quand on a des policiers municipaux, il faut qu'ils fassent des stages et tout, et ça prend un certain temps avant qu'ils puissent agir sur le terrain. Sauf erreur, elles ne seront. Alors, tout dépend d'où elles viennent. Certaines auront l'expérience nécessaire pour être opérationnelles tout de suite, à peu près. D'autres pourraient ne pas l'être, et dans ce cas, nous avons déjà demandé à la ville de Thionville de bien vouloir les accueillir dans leur service pour une période déterminée que j'ai pas en tête, mais de manière à ce qu'ils puissent aller vivre le quotidien avec les équipes qui font déjà ça à Thionville. Je ne sais plus pour combien on a pu conventionner, combien de jours, mais en tout cas c'est prévu, c'est-à-dire qu'ils auront une découverte sur le terrain encadrée par des gens qui font ça tous les jours. Oui. Je crois qu'Éric, d'abord, tu avais la Comme tu veux, vas-y, hein, je te laisse. Est-ce que dans le cadre d'une vidéosurveillance, une personne qui est donc prise en flagrant délit par une vidéosurveillance, est-ce que cette police de déchets peut verbaliser directement ou est-ce qu'il faut un dépôt de plainte C'est une bonne question, sachant qu'on peut avoir des images que nous ne pouvons pas nécessairement traiter dans le cadre de la loi. Donc, est-ce que cette police-là sera assermentée pour la lire? Si on prend nos agents de police municipaux, ils ont le droit de regarder un certain nombre d'images et de faire en sorte que... Est-ce que la police de collecte pourra le faire? Je ne sais pas. Par contre, ce que la police de collecte peut faire si elle a analysé les images, ce sera de se retourner vers les polices municipales pour dire « venez voir ». Enfin, je peux imaginer. Sachant qu'il nous faudra prendre toute précaution pour être dans le cadre à la fois de la RGPD et puis du droit à l'image, à la vie privée, etc., etc. Donc ce sont toujours des sujets hyper sensibles. Donc, si on met les caméras, c'est qu'il y aura possibilité de se servir d'un certain nombre de choses. Sachant qu'en plus, les gens sauront qu'il y a des caméras. Hein. Pour ce qui est de l'utilisation, je pense qu'elle sera utilisable à nous de bien se poser la question comment. Et qu'on ne se mette pas en porte-à-faux avec un citoyen lambda qu'on accuserait d'eux et qui nous dirait mais de quel droit. Donc ça c'est quelque chose qu'il nous faudra définir très, très rapidement et auquel on réfléchit de toute façon par rapport à l'ensemble de la plateforme. Nous avons actuellement des caméras qui tournent au rond-point, qui nous donnent une idée du trafic, voilà, qui nous donnent le nombre de véhicules qui passent, qui nous donnent si ce sont des camions, des voitures ou des piétons ou des cyclistes, et qui nous disent s'ils sont français, belges ou luxembourgeois. C'est tout ce que nous savons. Et nous ne cherchons pas et nous n'avons pas actuellement le droit d'en savoir plus. Et en plus, les caméras, si vous voulez, prennent les véhicules, mais les prennent de suffisamment haut pour qu'on n'ait même pas une idée de savoir si c'est un homme ou une femme qui conduit. Parce que nous n'en avons pas le droit. Par contre, et j'en ai rediscuté avec le sous-préfet de Thionville de Meurthe-et-Moselle il y a peu, c'est dans les circuits. Lorsque Darmanin est venu, j'ai discuté avec le directeur général de la police pendant que Eric s'entretenait avec le ministre. Et avait été évoqué dans son introduction une zone police, gendarmerie avec coopération. Donc je suis allé voir le directeur général de la police et je lui susurrais que nous étions en avance puisque nous avions une plateforme de gestion de la donnée et un certain nombre de caméras déjà en route, bien que ce ne soient pas des caméras de vidéosurveillance ou de protection, hein. Pas tout à fait la même chose. Et donc j'ai proposé éventuellement que la gendarmerie et la police discutent d'une zone et de voir comment on pourrait l'aménager avec leur collaboration. Et c'est eux qui payent leur matériel. De manière à éviter ce qui peut se produire en ce moment, c'est-à-dire une forme de perméabilité de la délinquance des deux côtés où les échanges ne se font pas toujours au mieux, même s'ils existent, parce qu'il y a une collaboration des deux côtés, et puis aussi en prévision de H 2022. Parce qu'en 2022, nous aurons des mouvements importants de foules ou de touristes, des manifestations en extérieur avec
X centaines de personnes et que, et je l'ai dit dès les premiers techniques de L 2022, la question de la surveillance et de la protection de cette manifestation sur une année, c'est une vraie question. Donc les deux préfets s'en sont emparés et alors là maintenant ce sont dans les circuits de l'État et ça remonte de préfet en ministère. La demande est en route. Quand aboutira-t-elle et comment? Évidemment, je ne suis pas dans les arcanes de l'État, mais en tout cas, ça a été fait. D'autres questions? Oui, Thierry? Du fait que toutes les communes, enfin, ou la majorité des communes aient pris des délibérations pour une verbalisation à 1 500 € l'enlèvement des déchets, est-ce qu'il y aura aussi ce type de verbalisation, ou ce type d'amende qui sera prévu pour la police des déchets, notamment si c'est les services de l'Interco qui ramassent les déchets, est-ce qu'il y aura aussi une amende qui sera... Et dans ce cas-là, il faudra peut-être adopter une délibération de ce type pour mettre un montant forfaitaire pour l'enlèvement. Alors évidemment que dès lors que nous les aurons, d'accord, et on va se rapprocher des autres services, s'ils sont assermentés, c'est bien qu'ils sont là pour prouver qu'il y a eu dérive. Après, on pourra toujours fixer, je dirais, le tarif. Ça peut être un premier avertissement, ça peut être une obligation en réparation, puis ça peut être, je sais pas moi, le coût du retrait. Ouais. Le coût du retrait, enfin, tout ça restant à définir. Mais il est bien évident que si on met en place cette politique de la collecte, c'est certainement pas pour ne pas faire appliquer un certain nombre de règlements, parce que autrement les gars ils vont se prendre des films au produit toute la journée. Et puis, donc effectivement que s'ils sont assermentés, il y a délit, dans un crime, on a délit, et puis il y a sanction. En tout cas, dans ma tête, c'est comme ça. S'il n'y a pas de flagrant délit, surtout quand il s'agit des poubelles qu'on a, tout le monde pourra prétendre, et à juste titre, que quelqu'un, pour embêter un voisin, a mis ce qu'il ne fallait pas dedans. Donc moi, le mot police, peut-être qu'on y réfléchira, puisque l'important c'est d'embaucher 2 personnes, on va les missionner, donc travailler sur ces missions me paraît extrêmement important, de définir les profils des personnes, leurs missions, mais je pense qu'ils doivent aussi avoir, et peut-être qu'ils en auront, une mission de sensibilisation. Donc pour moi, ce qui compte, c'est qu'il y ait d'abord de la sensibilisation, donc, parce que comme c'est là, tout le monde pourra se défendre tant que les poubelles ne sont pas fermées par un cadenassé obligatoirement, et à juste titre, tout le monde peut prétendre que c'est pas moi qui ai mis quelque chose qu'il ne fallait pas dedans. Donc il ne faut pas qu'il y ait dérive. Ouais, non, mais là on est dans quelque chose qui est dans une poubelle, c'est déjà pas si mal. Hein. C'est pas moi qui l'ai mis dedans, ça peut être grave, mais on se passe rien. Le vrai problème, c'est celui qui le fout à côté de la poubelle. Qui, comme j'ai là, il déménage, et puis il laisse son vieux canapé, sa lampe, les vieux cartons, etc. Et puis quand ils emménagent, il déballe les meubles, et puis tout l'emballage pour la rue. Oui, ça c'est sûr. Voilà. Maintenant, mais au même titre que pendant tout ce qu'on fait, qu'il y ait une dimension pédagogique et d'information, oui. Voilà, je trouve que ça c'est important à souligner dans le profil et l'émission des inspecteurs ou je sais pas, les surveillants de collecte plus que police, parce que ce mot police ça peut être à confusion. Sauf erreur, mais Thierry me confirmera, dans la fiche de poste, telle que nous l'avons définie, la partie pédagogique, en tout cas, doit être définie. Non, Thierry ? On l'a stipulé dedans, et en plus de ça, en fait, pour cette partie de sensibilisation, je vous rappelle qu'on a les ambassadeurs de tri aussi qui est là pour ça aussi. C'est son job à lui. Ouais, donc dans la fiche de poste, ils savent qu'ils auront des obligations de... Bon allez, on va appeler ça pédagogique. Alors, je me permets juste, moi je suis contre de la pédagogie sur... Quand on pollue comme ça, il n'y a pas de pédagogie à faire, quoi. Il faut, si on prend des délibérations, je pense que la pédagogie, oui, si on l'a fait dans les écoles, c'est une chose, mais quand c'est des adultes qui viennent à mettre des déchets là où ils n'ont pas à les mettre, et s'ils peuvent être verbalisés, autant les verbaliser. Hein, parce que, après, c'est une discussion qu'on doit avoir, mais... mais c'est une discussion que nous aurons nécessairement. D'accord ? En attendant, est-ce que vous nous autorisez à les embaucher ? Voilà. Dès lors, voilà, il faudra bien qu'on leur aura déjà des missions dans les fiches de poste, et puis le reste, ma foi, ce sont des agents
Et donc, comme tout agent, on les rencontre et le DRA ou le DGS ou avec le VP éventuellement chargé, je leur dis, messieurs, dames, vous êtes là pour ça, et je vous le rappelle, hein. Il m'est arrivé de le faire récemment pour certains agents de nos services, sans précision particulière. Moi, j'avais simplement une question, c'était sur la formation. Si demain on fait des formations à ces gens, et je trouve normal, le problème c'est que je ne voudrais pas qu'on se retrouve, comme on l'est avec la police municipale, où les gens partent au bout d'un certain temps alors que la formation est payée, et qu'il faudra être bien vigilant, parce que de faire à chaque fois la pépinière des autres m'insupporte fortement. Et que, à mon sens, si on ne doit pas être au cours d'aujourd'hui, encore une fois, dans cet esprit, il faudra prendre des gens formés, qu'on n'ait pas à subir, encore une fois, cette formation, et devoir payer, encore une fois, des choses. Et croyez-moi, c'est un problème qui est récurrent dans notre secteur, c'est qu'on a la pépinière des autres. Alors on peut dire qu'on est fort, musclé, intelligent, un peu plus gros que tout le monde, mais à un moment donné, ça m'agace un petit peu. Est-ce qu'il y a un moyen de les inciter à... Interdit. C'est interdit. C'est interdit. C'est vrai, les gens formés, ça nous évitera déjà de payer une formation. Après, bon, peut-être que l'avantage, c'est que ça n'existe pas encore ce genre de poste, peut-être de l'autre côté de la frontière. Ah oui, justement, mais peut-être que ça va leur donner... Vous avez des précisions dans ce domaine-là? Oui, je veux juste attirer l'attention de l'Assemblée. En fait, dans la délibération, vous avez vu, ce sont des adjoints techniques, ce ne sont pas des policiers. Les policiers ont une formation obligatoire initiale et avec un renouvellement tous les 5 ans. Et effectivement, ça a un coût, et ça a un coût en termes de temps, de timing et de coût financier, quoi. Là, c'est une convention qu'on passe avec la ville de Thionville pour les aguerrir, on va dire ça comme ça, sur le métier. C'est une convention payante? Je ne l'ai pas en tête, mais on vous donnera la réponse. Je ne suis pas certain que ce soit payant. J'ai pas vu nécessairement parler d'argent dans les premiers projets quand j'avais survolé. Je vous donnerai la réponse. Et puis dernière chose, sur les conteneurs, par exemple pour la poste à Villerue, on a des citoyens qui jouent plutôt le jeu, mais quand les sacs poubelles sont au-dessus de 30 litres ou bloquent le tambour, on ne peut pas parler d'incivilité, on parle de conception qui n'est pas adaptée au jour d'aujourd'hui à fluidifier nos déchets. Donc il faudra aussi se poser la question sur la technologie qu'on emploie à travers ces conteneurs, et que si elle n'est pas adaptée, ça va être quand même compliqué de pouvoir avoir des déchets qui rentrent à l'intérieur des conteneurs si les tambours sont bloqués. Et j'ai eu l'occasion de le voir à différentes reprises. Le conteneur était vide, par contre il était bloqué par un sac qui était au-delà des 30 litres et qui bloquait finalement tout le monde. Donc même si le citoyen est respectueux, à un moment donné, il faudra lui donner quand même les moyens de pouvoir effectuer son côté civique sur ces ordures ménagères. Juste pour cette information, normalement les bacs sont prévus pour des sacs de 50 litres. Et je crois qu'ils ont volontairement sous-dimensionné les sacs pour que justement on n'arrive pas. Mais malheureusement, ils mettent déjà du 50 litres et peut-être au-delà. Ouais. Et ça bloque, hein. J'ai vu des conteneurs. C'est problématique. Hein. Mais c'est vrai que normalement, les sacs de 50 litres passent. C'est ce que j'avais demandé, parce que quand j'avais eu le problème, j'avais téléphoné à Jean-Marc Lepilot, qui m'a expliqué. On sous-dimensionne volontairement, donc à 30 litres, c'est ce qu'on met sur les conteneurs. Mais normalement, c'est les 50 litres qui doivent passer. Mais malgré tout, ça va. Thierry, vous avez une information, non? Oui, information donc 2 semaines et non payante. 2 semaines non payantes. Merci. Merci Thierry. Je voudrais revenir sur les containers. Les endroits où il y a des résidences, le bloc, il faut aussi que le conteneur il soit en conséquence du nombre d'habitants. Quand c'est plein, c'est plein. Ah oui, on va y mettre à côté. Ou alors il faut que le passage soit plus récurrent. Mais dans ces cas-là, on fait ça, l'idée du conteneur. Bien, ben ça fera du boulot pour la prochaine commission environnement. Bah oui. Non, mais voilà. Et c'est sûr que ce système qui est lié à l'atomisme, etc., n'est que perfectible par définition et qu'on arrivera sans doute à faire mieux, mais jamais. Voilà. Est-ce que. Oui, je vois un doigt se lever, vous avez la parole. Oui, alors, moi j'ai pu comprendre pour les points d'apport volontaire que plus tard, il y aurait une connexion avec une Smart City qui dit le conteneur est plein, le conteneur est encombré par un sac qui bloque, et une intervention tout de suite des services pour régler le problème. Moi j'ai cru comprendre ça. Vous avez parfaitement compris ce à quoi nous œuvrons.
Pardon? Ah oui, d'accord, oui. Mais il faut aller rapidement pour le... Mais pour pouvoir y aller rapidement, il faut déjà qu'on ait installé un certain nombre de choses. Tout à fait d'accord. Voilà, mais alors, donc nous irons aussi rapidement qu'il est possible, mais ça fait partie des objectifs. En attendant, là, nous allons avoir une police. Bientôt, nous aurons des lampadaires qui seront susceptibles d'eux. Et puis, en fonction des options que nous pourrons lever sur le marché autour de la Smart City, et en fonction des crédits dont nous disposerons, nous ferons. Ok, d'accord, merci. D'autres questions? Bien, alors est-ce que nous embauchons ces deux adjoints techniques? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Un dernier point qui est la représentation des élus au Comité national d'action sociale. On nous demande de désigner un représentant, sachant que, en gros, il sera présent à une réunion une fois par an. J'ai réussi à avoir Stéphane Brusco entre deux avions aujourd'hui, pour lui dire qu'a priori, puisqu'il était dans son portefeuille en charge des personnels, s'il n'y voyait pas d'inconvénient, je proposerais sa candidature. Ce à quoi, pressé de prendre l'avion, il ne m'a pas dit non. Néanmoins, donc, je sais que j'ai une candidature de Stéphane Brusco. Si quelqu'un d'autre souhaitait être élu à la Commission nationale d'action sociale, il ne verrait aucun inconvénient à siéger, à céder sa délégation. Donc, y aurait-il un candidat pour ce point 10? Ou une candidate. Une candidate. Bien, et bien Stéphane, là où il est, saura sans doute, alors je ne vais pas lui envoyer un SMS, il a autre chose à faire, hein. Mais donc ce sera Stéphane Brusco qui nous représentera. Eh bien, messieurs, dames, il est une heure tout à fait chrétienne, nous avons bien travaillé. Est-ce que quelqu'un s'oppose à ce que Stéphane Brusco nous représente à la CNAS? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Bravo Stéphane. Je vous remercie. Et je vous souhaite à tous le bonsoir. 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 Au revoir. Bonsoir à tous. Au revoir. Jérôme,